Bonjour et bienvenue aux 7h de ce jeudi. Merci de vous joindre à nous. Pendant une demi-heure, nous allons passer en revue les grandes lignes qui ont marqué l'actualité dans ce journal. Parlons d'abord de cette date. 15 octobre, date qui a marqué la rentrée judiciaire à la Cour de cassation. La salle de plénière à l'Assemblée nationale a servi de cadre pour accueillir ces travaux qui ont réuni le haut magistrat, les magistrats et les greffiers pour cette nouvelle édition. Tenez, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette session. Images et commentaires. C'est une tradition qui s'est installée depuis 6 ans maintenant. À chaque 15 octobre, les hauts magistrats de la Cour de cassation effectuent leur rentrée judiciaire. Pour cette 6e année consécutive depuis sa création, la Cour de cassation invite leurs magistrats suprêmes à leur rentrée. Après la traditionnelle honneur militaire, le magistrat suprême s'est installé à la tribune pour suivre les allocutions de cette rentrée. 3 prises de parole ont marqué cette audience solennelle. Intervenant en premier, le bâtonnier national a plaidé pour la suppression de la procédure spéciale des prises à partie du droit judiciaire. Dans sa plaidoirie, le bâtonnier national est arrivé à la conclusion que seul le régime disciplinaire convient aux magistrats car il est en harmonie avec les codes de conduite de l'agent public en droit congolais et peut garantir la moralité de ceux qui disent les droits. Pour sa part, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a dans sa mercuriale centré sa réflexion sur la problématique de la répression de l'enrichissement illicite en droit positif congolais. Vous n'avez cessé de le dire en des termes clairs que l'indépendance de la magistrature n'était pas négociable. Oui, la justice indépendante à laquelle vous tenez, c'est la liberté, certes, de dire le vrai droit, mais c'est surtout, pensons-nous, le choix de la responsabilité. Parce que nous avons choisi d'exercer cette profession, nous devons l'exercer en toute responsabilité. L'éradication de ces fléaux mérite un dispositif répressif assez costaud. Son objectif était de sensibiliser la communauté nationale et internationale aux conséquences graves à ces phénomènes et à la nécessité d'une riposte rigoureuse et adéquate contre ces fléaux. Il a suggéré notamment l'élaboration d'une loi y afférente, l'assainissement de l'environnement économique et la protection des lanceurs d'alerte. Intervenant en dernière position, le premier président de la Cour de cassation, Ndomba Kabeya Elileron, a orienté sa réflexion sur le rôle de l'avocat dans la construction d'un état de droit en RDC, tout en reconnaissant la délicatesse du travail des défenseurs des droits des autres. Il a fustigé certains mots qui rongent ces métiers. Pour la présente rentrée judiciaire 2025-2026, fidèle à l'option par moi levée de m'écarter de la tradition des discours académiques, j'ai résolu de jeter les projecteurs sur un autre acteur judiciaire que l'avocat. La qualité et la bonne moralité constituent les 2 piliers qui soutiennent la profession d'avocat, surtout lorsqu'il s'agit d'exercer devant la Cour de cassation. La qualité et l'expérience, gage de compétences et de rigueur, induisent le respect tant dans le chef de l'avocat lui-même que dans celui de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire et partant de la justice elle-même. Pour rappel, la Cour de cassation est l'une des 3 juridictions de l'ordre judiciaire issues des démembrements de la Cour suprême de justice. Elle s'occupe de la vérification de la conformité aux règles de droit des arrêts des cours d'appel et de certains jugements de premières instances. Elle est, à ce titre, les derniers recours dans l'ordre judiciaire congolais. Revenons un peu en arrière, les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés face au Soudan par 1-0 dans le cadre des éliminatoires mondiales 2026. Après cette victoire, les poulains des Sébastien des Sabres vont jouer les barrages pour rejoindre le Mexique, les USA et le Canada pour le prochain mondial. À cette étape, ils ont reçu les encouragements du président de la République. Tout n'est pas fait
Mais rien n'est non plus perdu pour les léopards de la République démocratique du Congo qui désormais vont se concentrer pour le prochain barrage au Maroc après leur victoire face au Soudan ce mardi soir au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ne rien lâcher et y croire jusqu'au bout, c'est dans cet état d'esprit que les léopards ont entamé cette rencontre, combien décisive pour ce dernier virage des qualifications à la prochaine édition de la Coupe du Monde. Même dans un stade à moitié plein présent de restrictions, le 11 national pouvait compter sur le soutien de quelques milliers de sportifs et du premier sportif congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, présent au stade pour faire le job et remporter cette ultime rencontre. L'unique réalisation de la rencontre signée Théo Bongonda en première période a suffi aux léopards pour assurer une victoire qui redonne un peu d'espoir aux fauves congolais de participer au mondial. Fier des siens, le président de la République a, comme à chaque rencontre, encouragé les léopards à donner encore plus pour atteindre l'objectif, celui de qualifier la RDC au mondial pour la seconde fois de son histoire. Deuxième de son groupe avec 16 points derrière le Sénégal, la RDC peut encore espérer rejoindre le prochain mondial. Cependant, il faudra sortir des deux barrages, celui africain et continental, prévu dans les prochains mois. Et la première ministre séjourne à Washington où elle a pris part à l'ouverture de la première édition du Forum économique et d'investissement RDC-USA, une initiative qui s'inscrit dans la volonté claire de repositionner la République démocratique du Congo dans l'agenda économique et d'attirer les investisseurs américains vers un marché de près de 100 millions de consommateurs. Chimendondo dans cet âge. À quelques pas de la Maison Blanche, le drapeau congolais flotte au cœur de Washington. Représentant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la première ministre de la RDC, Julie Soumino Tuluka, est venue promouvoir l'image d'un pays en pleine mutation économique. À l'occasion du tout premier forum économique et d'investissement RDC-USA, la chef du gouvernement congolais, accompagnée de plusieurs membres de son gouvernement, porte l'ambition économique de son pays avec un objectif clair: diversifier l'économie nationale et établir un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis. Avec une population estimée à plus de 100 millions d'habitants, une géographie unique et un potentiel naturel exceptionnel, la République démocratique du Congo se positionne comme un partenaire stratégique des États-Unis d'Amérique dans la construction d'une économie verte, résiliente et inclusive. Ce forum constitue donc une tribune privilégiée pour présenter les opportunités concrètes qu'offre notre pays dans des secteurs à fort potentiel. Comme cela a été dit avant moi, on peut citer les mines et l'énergie, notamment à travers le programme INGA 3 et le développement des chaînes de valeur du cuivre, du cobalt et du lithium pour la transition énergétique mondiale. Il y a aussi les infrastructures routières et ferroviaires, telles que le corridor de Lobito, véritable catalyseur d'intégration régionale et de compétitivité continentale. De leur côté, les opérateurs économiques américains demandent des garanties tout en reconnaissant le potentiel immense du marché congolais. First of all, I would like to say this is a great opportunity for the Democratic Republic of Congo to continue to strengthen the relationship with the United States. Au-delà des chiffres, ce forum ravive également les liens historiques entre les deux nations tissés depuis 1960. Spéculation sur le marché des changes à Kinshasa bat son plein, surtout que cette fluctuation n'a pas encore assez d'indices sur le prix des biens de première nécessité. Face à cette situation ambiguë, la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, a organisé une réunion urgente. Question d'arrêter des stratégies pour dissiper tout malentendu au sein de la population. Reportage.
Ce forum, les Makutano Talk, dans un contexte d'une appréciation soutenue du franc congolais, a permis des échanges approfondis entre la Banque centrale du Congo, très engagée pour la dédollarisation de l'économie congolaise, et les mondes des affaires de la République démocratique du Congo et des cabinets d'affaires venus d'ailleurs. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a fustigé le sous-financement de l'économie nationale par les banques commerciales. Devant ce parterre d'acteurs publics et privés, des questions importantes ont été soulevées. Par exemple, à l'instar de la Côte d'Ivoire, pourquoi les institutions des retraites de la République démocratique du Congo ne participeraient pas au capital des banques commerciales? Des questions dans ce sens ont surgi. La réflexion doit être approfondie. Sur les pratiques des grandes entreprises qui étouffent les crédits des PME et PMI, André Wameso n'a pas raté l'occasion de rappeler à la responsabilité les banques commerciales. On rate des opportunités terribles pour financer notre économie. Et pour moi, c'est ce qui me fait le plus mal. Puisque ceux qui n'ont pas besoin de financement, de crédit, prennent des crédits à la banque pour échapper à ça. Et ces crédits, étant donné le système que tous les banquiers connaissent ici, en termes de risk-weighted assets, si une PME arrive, ils vont lui dire non, moi je ne sais plus donner de crédit parce que ma consommation de capital, je suis à la limite. Les Makutano Talk, qui se donnent une dynamique beaucoup plus pratique, prévoient de nouvelles discussions de cette nature sur les mines, l'énergie en novembre prochain, toujours avec une assistance sélecte composée des membres de la Fédération des entreprises du Congo, des grands cabinets d'affaires venus de partout dans le monde. Un reportage signé Edi Tchala. Toujours dans l'actualité, les vice-premiers ministres, ministres de l'économie et en mission de travail dans la province de la Mongala depuis le mardi dernier. L'objectif de cette itinérance est de s'imprégner du fonctionnement et de la production dans les plantations et des huileries en vue d'apporter l'appui du gouvernement de la République dans le cadre de la diversification de l'économie nationale en développant l'agro-industriel. Redépenda pour d'autres détails. Le but ultime, c'est diversifier l'économie nationale de la République démocratique du Congo en développant l'agro-industrie sur tous les mobiles de la visite effectuée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, dans la province de la Mongala, où il a atterri le mardi 14 octobre 2025 à partir de l'aérodrome de Yalingimba. Sa première visite a débuté à la plantation et huilerie du Congo, PHC, le plus grand producteur d'huile de palme en RDC, qui ambitionne de se diversifier dans la raffinerie et la production de biogaz. Après une séance de travail avec la directrice générale de l'entreprise, Monique Gisquez, le vice-premier ministre a visité les installations de ce site industriel accompagné du gouverneur des provinces Jean-Colin Makaka, notamment l'usine Factory, la pépinière des palmiers et celle des cocoyers. Débarrassé de sa costume de bureau, Daniel Mukoko Samba participe à l'exercice de l'ensemencement. Selon le patron de l'économie congolaise, Mukoko Samba, la RDC est le premier pays producteur mondial de cobalt et le deuxième au monde pour la production du cuivre. Mais cela ne suffit pas. Il faut diversifier l'économie nationale par l'agro-industrie, c'est-à-dire produire et transformer nos ressources par la voie de l'industrialisation. Guy Ndiamvita place la formation et la montée en puissance opérationnelle des forces armées. Au cœur de son action, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, est arrivé au centre d'instruction militaire des Kamina pour s'inquérir de l'évolution de la formation des militaires, nous dit André Niangui dans ses reportages. Déterminé à bâtir une armée forte, républicaine et disciplinée, le vice-premier ministre poursuit son itinérance dans les zones militaires pour évaluer de près la mise en œuvre des dispositions ministérielles permanentes qu'il a lui-même édictées dans le cadre des réformes engagées. Accueilli à l'aéroport militaire de Lumoué par le gouverneur Marmon Banza et les autorités locales, maître Guy Kabombo Modianvita s'est rendu directement à l'état-major de la 2e zone de défense. Ici, un briefing stratégique lui a été présenté par le général de brigade Mahomat Dieudonné.
retraçant les progrès et les défis sur le terrain. Mais au-delà des chiffres, c'est la dimension humaine qui guide sa mission. Lors d'une causerie morale avec plus de 10 000 recrues, il a relayé un message fort du commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur l'honneur, la discipline et l'amour de la patrie. Les recrues galvanisées par cette visite symbolique ont salué l'engagement du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et sa proximité. Soucieux des conditions de vie de ces hommes, Maître Guy Kabombo Moyanvita a apporté des solutions immédiates à certaines préoccupations et a promis d'en faire remonter d'autres. Il a aussi visité le centre de santé de la base et a échangé avec les épouses et veuves des militaires à qui il a remis un appui financier pour leurs besoins urgents. Plus qu'un simple déplacement, cette mission de terrain incarne une volonté politique claire, redonner à l'armée congolaise ses lettres de noblesse. Le nouveau régime de sécurité sociale porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé une séance de vulgarisation de ces textes, de ce nouveau texte régime aux militaires, allais-je dire, et aux policiers dans la province du Congo central. Un reportage signé Nadine Kilocho sur les images de Moki Maluma. En mission officielle dans le Congo central, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé ce mardi 14 octobre à Matadi une séance de sensibilisation à l'intention de militaires et policiers de la province. Objectif, vulgariser le nouveau régime de sécurité sociale géré par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SNSAP, en sigle. Professionnaliser l'armée, c'est aussi songer à l'après-carrière. Que celles et ceux qui servent dans l'armée et dans la police puissent un jour sortir honorablement. Cette avancée vise à garantir une retraite décente et une protection contre les accidents de service. Nous avons créé des branches sociales aujourd'hui. Lorsque le militaire est blessé au front, lorsque le policier est blessé pendant qu'il accomplit sa mission, eh bien, il est pris en charge pour la réparation de ses blessures. Lorsque ces blessures sont irréparables, il est pris en charge, policier comme militaire, à vie. Si jamais la mort frappée à leur porte, les dispositions seront prises pour que leur famille puisse être sécurisée. Aux côtés de l'État régalien, nous sommes en train de construire l'État productif, mais on n'oublie pas aussi la construction, et c'est ce que nous faisons là maintenant, à la demande du président de la République, eh bien la construction d'un État protecteur. Les officiers présents ont été appelés à relayer l'information au sein de leur unité pour assurer une large appropriation de ce nouveau dispositif, une étape de plus pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents publics de l'État. Journée internationale de la femme rurale célébrée le 15 octobre de chaque année. Pour cette édition, le thème retenu était « Femme rurale, une mère nourricière pour toutes et tous », un thème qui met en projecteur le rôle important que joue cette femme rurale qui travaille sur la terre pour donner réponse à l'insécurité alimentaire. Ici, je vous laisse suivre le message du ministre du Développement rural à l'occasion de cette journée. Cette journée est dédiée à honorer la force, la résilience et l'engagement des millions de femmes qui, dans nos villages, nos campagnes et nos territoires reculés, portent sur leurs épaules le poids du développement agricole, de la sécurité alimentaire et de la cohésion sociale. La femme rurale est le cœur battant de nos communautés. Elle cultive la terre, nourrit les familles, transmet les savoirs, soigne les enfants et participe activement à la vie économique et culturelle de notre pays. En cette journée symbolique, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir l'autonomisation des femmes rurales, à garantir leur accès équitable aux ressources productives, à l'éducation, à la santé, à la formation professionnelle et à la participation politique. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, en partenariat avec les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et les communautés locales, intensifient ses efforts pour mettre en œuvre des programmes inclusifs et durables en faveur des femmes rurales.
Ces actions visent à renforcer leur résilience face au changement climatique, à améliorer leurs accès au marché, à soutenir l'entrepreneuriat féminin et à lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence. Et parlons climat des affaires, Alexis Guizarro, ministre de l'Urbanisme, vient d'adhérer à la dynamique impulsée par son collègue du plan Guilain Niembo. Ce dernier a présenté les tableaux numériques du climat des affaires à son collègue de l'urbanisme pour s'assurer d'un suivi rapproché et une mise en cohésion des réformes menées dans chaque secteur, nous dit Peggy Mukunda dans ce reportage. L'élaboration du code de l'urbanisme et de l'habitat, la numérisation du processus de délivrance des permis de construire, ainsi que la création d'un guichet unique pour simplifier l'obtention des titres. Autant de sujets au menu des échanges entre les ministres d'État, ministre du Plan Guilain Niembo et son collègue de l'urbanisme et de l'habitat Alexis Guizarro. Rencontre qui s'inscrit dans la série des consultations initiées par les patrons du plan Guilain Niembo auprès des ministres réformateurs pour la présentation ou vulgarisation du tableau numérique de suivi des réformes du climat des affaires pour la mise en cohérence des réformes menées dans chaque secteur. Les ministres d'État, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Alexis Guizarro, a exprimé son entière adhésion à cette dynamique impulsée par les ministres d'État Guilain Niembo. Au sein de notre administration également, nous voulons que tous les dossiers, les archivages, ainsi de suite, soient numérisés, informatisés pour que toute information concernant notre ministère puisse être plus facilement accessible. Il était important de passer chez tous les ministres réformateurs, de regarder ensemble les réformes qui sont prévues dans son secteur et voir aussi s'il y a des difficultés, il y a des problèmes de collaboration à régler, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous avons discuté. Une démarche inclusive et collaborative largement saluée par ses pairs qui renforce la cohésion gouvernementale autour des réformes. Après plusieurs jours d'intenses activités dans le Congo central, le conseil spécial du chef de l'État en charge du PDL 145 territoires a bouclé sa mission d'inspection. Une tournée qui l'a conduit à visiter les infrastructures sanitaires, scolaires et administratives réalisées dans le cadre de ces vastes programmes de développement à la base. Eridis Kitutu pour d'autres détails. La boucle est bouclée dans le Congo central. Après plusieurs jours sur le terrain, l'ingénieur civil et conseiller spécial du chef de l'État a achevé sa mission d'évaluation des infrastructures construites dans le cadre du PDL 145 territoires. Hôpitaux, écoles, bâtiments administratifs, partout, la même volonté de redorer au territoire sa dignité par des services sociaux de qualité. Cette tournée a permis au conseiller spécial Dieudonné Tchakambila de prendre le pouls du terrain, de corriger ce qui peut encore l'être, car le défi reste immense. D'abord, nous avons félicité parce que le terrain est vaste. De nous-mêmes, nous avions essayé de construire, mais nous n'avons pas pu. Mais d'emblée, la chance est arrivée. En tout cas, j'ai dit ça aux visiteurs que dans l'école ici, je passe la nuit ensemble avec le président. En quittant le Congo central, le conseil spécial du chef de l'État laisse derrière lui un message clair. L'action doit se poursuivre, la mobilisation ne doit pas faiblir et surtout les ouvrages doivent être livrés pour servir les Congolais. Une page se tourne, une autre s'ouvre dans une nouvelle province. Mais l'objectif reste le même, traduire la vision du chef de l'État en une réalité tangible, visible et utile pour tous. Et le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, sort de son silence et explique les raisons de la reprise de la peine de mort face à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Il invite les Congolais à être vigilants face à la manipulation des ceux qui veulent déstabiliser les pays. Il était au micro de Robert Ndaye et Turbo.
Devant la diaspora congolaise en France, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata-Bitokoumé Soumangou, a longuement réagi aux récentes sorties médiatiques de certains hommes d'église concernant la condamnation de l'ancien président à la peine de mort. Le professeur André Mbata-Bitokoumé Soumangou souligne l'importance de la justice et de l'état de droit en République démocratique du Congo. Auteur de la proposition de loi sur l'abolition de la peine de mort, André Mbata-Bitokoumé Soumangou précise que l'agression rwandaise sur les sols congolais, avec la complicité de certains fils égarés, est à la base de la reprise de cette peine de mort pour décourager les rebelles. La peine de mort. C'est moi qui suis l'auteur de la proposition de loi portant abolition de la peine de mort. Si la peine de mort a été maintenue provisoirement, c'est à cause du Rwanda. Parce que nous étions sous la voie et nous sommes sous la voie de l'abolition de la peine de mort. Nous sommes sous la voie et nous n'avons pas de leçons à recevoir. Et nous voudrons qu'on nous respecte. Sur le dialogue, il rappelle toutes les parties à participer le moment venu au dialogue sous l'égide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de manière constructive. De retour à Kinshasa, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation a échangé ce mardi 14 octobre 2025 avec le vice-gouverneur du Bazouélé, Simon Kassao Yangoulumé, et la ministre provinciale, ministre des Affaires sociales, genre et famille du Kassai central, Marie-Isabelle Bapende, sur la redynamisation de l'Union sacrée de la Nation. Et le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social est rentré au pays après avoir porté la voix de la RDC au sommet de l'international socialiste présidé par le Premier ministre espagnol en sa qualité du vice-président zone Afrique. Augustin Kabouya a fustigé l'attitude de la communauté internationale face à l'agression rwandaise en RDC. Alain Bikaï. Devant les dirigeants socialistes venus du monde entier, Augustin Kabouya a dénoncé avec force l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, évoquant les souffrances des populations et les pillages systématiques des ressources naturelles du pays. Le numéro 1 du parti présidentiel a exhorté la communauté internationale à prendre des sanctions fermes contre Kigali, qui l'accuse de violer la souveraineté congolaise. De retour à Kinshasa ce lundi soir, le secrétaire général de l'UDPS a été accueilli dans une ambiance de liesse par les militantes et militants, massés au siège du parti. Face à la base, Augustin Kabouya est revenu sur les grands dossiers du moment, saluant la main tendue du chef de l'État à son homologue rwandais, un geste qu'il qualifie d'acte de bravoure en faveur de la paix. Évoquant enfin la convocation prochaine du congrès du parti, le secrétaire général a plaidé pour une large participation dans le respect des textes fondateurs afin d'adapter l'UDPS aux réalités politiques actuelles. Exécutif yango mokote. On ne peut pas convoquer un congrès oyo ezako exclure la fédération. Et à la fédération de l'intérieur, et à la fédération de l'extérieur. Mais nous parlons au nom de quelle base? Pour Augustin Kabouya, l'heure est à la cohésion et à la discipline. Un message de rassemblement lancé depuis le siège du parti de l'Unité. C'est une nouvelle page qui s'inscrit dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie après 22 ans d'absence diplomatique. La RDC vient d'y rétablir par une représentation au plus haut niveau. Reportage. Après 22 années d'absence diplomatique, la République démocratique du Congo renoue officiellement avec la République islamique de Mauritanie. C'est mardi 14 octobre 2025 à Nouakchott. Eric Nguindou Kibambe, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la RDC, a présenté ses lettres de créance à son Excellence Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Cet acte marque un tournant diplomatique majeur, concrétisant la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'élever le niveau de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Nouakchott. Une promesse tenue, faite lors de sa dernière visite officielle en Mauritanie. Le président mauritanien a salué cette initiative et exprimé le souhait de voir s'ouvrir plusieurs chantiers de coopération, notamment dans le domaine économique, minier, éducatif et sécuritaire. Et surtout, le président El Ghazouani a eu des mots très forts de soutien au peuple congolais pour essayer justement de restaurer la paix à l'est de la RDC. Il a redit aujourd'hui qu'il accompagnera toujours le Congo pour que
la paix puisse régner et qu'ainsi le développement puisse bénéficier à la population congolaise. Mohamed Ould El Ghazouani a également réaffirmé le soutien de son pays. Après plus de 2 décennies, Kinshasa et Nouakchott scellent le renouveau de leur coopération dans un esprit d'amitié, de confiance et de partenariat africain. Direction l'Institut des musées nationaux du Congo pour parler de ces échanges entre le DG de cette institution majeure dépositaire du patrimoine culturel de la RDC, Simon Siala, a reçu en audience l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, des échanges qui traduisent le renforcement stratégique du partenariat entre la RDC et l'Union européenne. Mérine Deke. Des projets ambitieux pour la valorisation du patrimoine culturel congolais, le DG de l'Institut national des musées nationaux du Congo, Simon Siala, tient fermement. Ce qui a justifié cette rencontre avec l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Berlanga Martinez, accompagné du représentant de l'UNESCO en RDC, Isaias Barreto Darosala. Ce projet ambitieux sont la création d'un musée virtuel, la modernisation des infrastructures et des outils de renforcement de capacités humaines et institutionnelles, ainsi que d'autres initiatives innovantes visant à renforcer la visibilité et la conservation du patrimoine national. Initiative saluée par Berlanga Martinez, qui a assuré le directeur général de l'engagement de l'Union européenne à accompagner l'IMNC dans ses efforts de valorisation du patrimoine culturel congolais. Il a par la suite exprimé sa volonté de faciliter la prise de contact avec d'autres partenaires diplomatiques afin de promouvoir le rayonnement mondial du riche patrimoine culturel que recèle la République démocratique du Congo. La rencontre s'est clôturée par la signature du livre d'or par son Excellence M. Berlanga Martinez. Et pour lier l'utile à l'agréable, le DG Simon Siala a remis présent en son note en signe de consolidation de cette coopération entre l'Union européenne et l'IMNC. Et voilà qui met fin à ces journaux coordonnés par Mangaza, réalisé par Ruben Kumbu et Mamita Bangoulou, Émile Zola, Gabi Sapo, Georges et Jerry Mawassa ont assuré la partie technique. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h. Avec Lissi Lavi Chisenda. Bonne suite de programme sur nos antennes.